Mesdames, Messieurs, Martine Dos, ici présente, ma maman et moi-même, nous vous remercions de votre présence bienveillante. Les deux artistes dont nous allons parler, peintres et poètes belges, formaient un couple uni et ont toujours exposé ensemble. Pour vous les présenter en quelques phrases, je dirais qu'ils étaient en révolte contre le marché des œuvres d'art et contre le système qui catégorise les artistes en professionnels et amateurs. Ils estimaient que pour être tout à fait libre de créer, l'artiste ne doit pas dépendre de la vente d'un tableau pour assurer sa survie matérielle. Il doit pouvoir œuvrer quand il le sent, selon son inspiration, indépendamment des goûts du public et des galeristes. Ils exposaient donc non dans des galeries, mais dans des centres culturels, des hôtels de ville, des salles de fête, parce qu'ils souhaitaient vraiment aller à la rencontre de la population dans ses lieux habituels de vie, pour que l'art soit accessible à tous. Ils disaient d'ailleurs « L'art ne se vend pas, il se partage ». Aujourd'hui, comme ils n'ont jamais été cotés sur le marché de l'art, ils semblaient condamnés à l'oubli. C'est pourquoi une monographie leur a été consacrée en 2019. Cet ouvrage, intitulé « L'univers de Marcel Dussaussois et Martine Dos », rend hommage à leur personnalité. Ma présentation d'aujourd'hui va suivre le plan de ce livre, qui retrace chronologiquement leur parcours artistique et culturel. Ce livre reprend des extraits de leurs œuvres littéraires les plus importantes. Je vais donc en lire des extraits. Il comporte aussi plus de 600 photos de leurs tableaux, dessins, gravures, etc. Marcel Dussaussois est né à Senef le 30 juillet 1927. Il est mort à la Louvière le 6 janvier 2007, donc il allait avoir 80. Et lorsqu'a débuté la Seconde Guerre mondiale, il avait 12 ans. Son père est envoyé comme prisonnier de guerre en Allemagne, d'où il reviendra 4 ans plus tard par convoi sanitaire avec un emphysème pulmonaire. Et pendant tout ce temps, Marcel reste seul avec sa mère et ses grands-parents qui sont déjà âgés. Il apprend à ce moment-là à économiser le plus possible, parce que le but était vraiment d'envoyer des colis à son père. Et comme depuis toujours, il avait un besoin irrésistible de dessiner et de peindre, il a utilisé tous les matériaux de récupération qu'il pouvait trouver, les papiers, cartons, unalides, vieux draps, etc. Et il a gardé toute sa vie cette habitude d'utiliser même les matériaux les plus humbles. Ici, donc, vous voyez son autoportrait qu'il a peint en 1946 sur des vieux draps. Voici un autre autoportrait, donc peint au couteau, et également un portrait de sa grand-mère. Il a commencé à exposer en 1946 à l'hôtel de ville de Chapelle-les-Herlémont avec le maître Alexandre Louis Martin. Après ses humanités, il est entré comme élève libre en classe de nu à l'Académie des Beaux-Arts de Mons, mais il n'a pas achevé l'année pour suivre des cours supérieurs de journalisme. Voici un portrait de Martine Dos, ici présente, qui a été peinte au couteau par Marcel. Martine naît à Borgerhout, donc banlieue d'Anvers, en 1932. Et depuis que sa maison familiale a été bombardée par les V2, elle vient souvent loger à Senef chez sa tante, qui est voisine de Marcel. Et comme elle est depuis l'enfance passionnée par le dessin, Marcel commence à lui donner des cours de peinture en 1947. Ainsi grandit peu à peu un amour qui sera basé sur le respect mutuel et la complémentarité artistique. Ils se marient en 1952 et ils auront 2 enfants, Daniel en 1955 et Michel en 1960. En 1947, Marcel entre dans le groupe d'artistes louviérois Tendance contemporaine, dont font partie Hélène Jacquet, Paul Bury, ici,
Vittorio Bonuzzi, Max Michotte et Lucien Guinotte. Donc Marcel se trouve tout à gauche. Il expose avec eux à la Louvière, Mons et Liège, jusqu'à son entrée au service militaire en décembre 1948. Ce service se prolonge par une formation à l'école d'officiers. Dans les années 40, Marcel peint des compositions inspirées des nus qu'il a croquées à l'Académie de Mons. Les silhouettes des décors évoluent peu à peu vers l'abstraction. Comme on peut le voir, donc, ici. Marcel obtient sa première distinction, une mention, en 1950 à la Louvière, au prix Hélène Jacquet, qui venait de décéder en 1949. Le prix a d'ailleurs été remporté par Pierre Alechinsky. Voici un double portrait de Martine et le décor annonce les toiles abstraites qui vont suivre. En 1950, l'artiste met au point une technique de fines couleurs de couleurs soufflées. Il traite des sujets sportifs, comme ici le ski nautique, et il cherche à capturer l'instant fugace. Il veut décomposer le mouvement, saisir l'élan du geste essentiel. Il dégage les lignes de force et met en relief les muscles qui sont sollicités par l'effort. Dans cette corrida, les coulées et les éclaboussures font gicler le sang et voler la poussière qui enveloppe tout. Marcel, qui est aussi essayiste et membre des jeunes écrivains du Hainaut, donne en janvier 1951 sa première exposition-conférence sur les origines de l'art moderne au Cercle littéraire du Centre, à la Louvière. Alors, Marcel et Martine, qui ont vécu les horreurs de la guerre, se questionnent sur les différentes facettes de l'âme humaine. Ils vont écrire et peindre ces horreurs et aussi le désespoir des êtres brisés. Ici, donc, vous voyez la découverte d'un charnier. En 1952, Marcel écrit une nouvelle qui s'appelle « Les Mardés ». Elle explore la détresse laissée par la mort des êtres aimés, la révolte et au bout du chemin, la rédemption à travers un amour désintéressé. L'histoire raconte comment Martin Mardé, un vieux peintre, désespéré depuis qu'il a perdu son fils tué par un contrebandier pendant la guerre, va prendre sous son aile un jeune orphelin qui lui demande des leçons de peinture. Peu à peu, son amour paternel se réveille et il va finir par l'adopter en disant « Je suis orphelin de fils, toi, tu es orphelin de père et mère. Je t'adopterai, tu deviendras mon enfant et je prendrai bien soin de toi. Tu choisiras de bonnes études pour pouvoir gagner honorablement ta vie si l'adversité nous empoignait encore. Tu manieras le pinceau comme il te plaira et puis je t'apprendrai tout ce que je sais sur la peinture, notre passion commune. » On retrouve dans cette nouvelle l'idée que l'art ne doit pas être un gagne-pain et aussi qu'il doit être partagé. Il est intéressant de comparer comment Marcel et Martine traitent chacun, selon sa personnalité, le thème du désespoir et de la rédemption. Lui traduit cette rédemption dans une envolée cosmique et elle dans une lumière qui vient de l'intérieur. Martine reste traumatisée par la guerre et en fait, quand elle commence, elle a 7 ans. Sa maison est détruite par les V2. Les églises et les hôpitaux eux-mêmes sont éventrés, rien n'est épargné. Elle voit la mort frapper par surprise, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et elle découvre avec horreur le fanatisme et la haine, surtout envers les enfants qui sont déportés. Dans le texte « Rêve, souvenir ou réalité », Martine Dos parle d'un fragile coin de paradis où demeuraient les souvenirs de son enfance. Et il est détruit impitoyablement. Elle dit «
La horde en colère était si déchaînée qu'en pâte gluante tout fut transformé. De ce monde heureux si bien caché ne restait plus que lambeaux calcinés, de sang collant tout imprégné. Dans le silence de mort, un cœur se mit à battre faiblement. Cloué au sol, il n'était plus que rêve broyé, tendresse déchiquetée. Près de la source divine, j'ai prié « Je voudrais, Seigneur, pouvoir encore aimer, car seul l'amour, je le sais, peut triompher de la haine, de la méchanceté. » D'un tableau à l'autre, on voit ici que le personnage revient progressivement à la vie. Cela se traduit par les couleurs chaudes qui commencent à envahir son corps. Le texte reprend « L'esprit d'amour m'a invité à renaître et à construire avec lui non plus un abri de souvenirs tirés des trésors cachés de mon enfance, mais un monde nouveau aux rochers vibrants de transparence, qui par leur énergie rayonnante attirent les âmes qui ne peuvent être heureuses dans cette vallée d'égoïsme et de cruauté, car elles ont trop besoin d'aimer. » Martine constate que si le mal existe, c'est de l'homme qu'il provient et que chaque humain est libre de choisir l'amour ou de le rejeter, de se détruire lui-même ou de rechercher la lumière. Et cette dualité entre mort et vie, destruction et harmonie, agressivité et amour, elle l'exprimera tout au long de son parcours artistique, par des miniatures pleines de finesse et de sensibilité et des tableaux messagers d'une renaissance à travers le pardon et le don de soi désintéressé. Dans le texte Pardonner, elle écrit « Pardonner dans son âme, c'est reprendre le contrôle de soi, se laver des sentiments négatifs qui diminuent l'être, refuser de se laisser corrompre par la rancœur qui ronge et avilit les pensées. C'est se libérer du désir de vengeance qui enchaîne et empoisonne l'esprit. Pardonner tout au fond de soi, c'est faire refleurir sa vie grâce à la force de l'amour, quitter la position de victime accablée et redevenir libre de choisir son destin. » Dès 1964, Marcel et Martine exposent partout ensemble. Et ayant constaté à quel point l'être humain est capable du pire, ils sont persuadés qu'il est aussi capable du meilleur. C'est pourquoi ils vont consacrer leur parcours artistique à la construction d'une chaîne de fraternité entre les peintres et les poètes, car ils pensent que l'art est un langage universel qui peut rassembler les peuples et amener les humains à donner le meilleur d'eux-mêmes. En 68, Marcel compose un poème, Fraternité, qui va paraître dans la revue Terre Wallonne, revue de littérature et de poésie. Il y raconte la misère de l'artiste isolé et la nouvelle dimension donnée à son travail quand tous décident de s'unir. Artiste ou poète, qui que tu sois, jeune ou vieux, athée ou croyant, rayonnant de gloire ou courbé par l'échec, tu es mon frère. Toi aussi, comme moi, tu vis de cette même religion, celle de la beauté, de la pureté, de la création, de l'extase, du rêve. Toi aussi, tu cherches la perfection, la justice, la vérité, l'amour. Toi aussi, tu appelles à l'aide. Toi aussi, tu souffres et tu espères. Mais si ton orgueil était éhonté, alors cache-toi. Si tu devenais jaloux, mesquin et traître, alors ensevelis-toi. Si tu voulais voler aux autres leurs idées, leurs techniques et l'œuvre de leur vie, alors détruis-toi. Mais si tu voulais toucher du doigt un peu de perfection et de création pure, alors viens communier avec moi. Nous tâcherons de réinventer ensemble la magie totale des mots, des lignes et des couleurs. Nous aussi, comme nos lointains ancêtres, nous couvrirons les pierres d'empreintes de nos mains, et d'autres viendront qui couvriront les nôtres, et d'autres encore. Et nos empreintes clameront au monde la toute-puissance de l'art. Crée, crée encore,
Créer, c'est célébrer l'humanité et par là s'élever soi-même. Artiste ou poète, tu es mon frère. Reste-le et multiplions-nous. Tu es mon frère. Le resteras-tu? Voici en résumé les étapes importantes de la vie culturelle de Marcel et Martine. Et lors de chaque vernissage, Marcel explique que des peintres belges dont il fait partie s'unissent pour créer la Ligue des arts plastiques, qui veut promouvoir l'aide aux artistes et la diffusion de leurs œuvres. En 1966, Marcel rédige son étude sur l'origine de la peinture. Cet essai remporte un grand prix international de la critique artistique à Paris. Les deux artistes vont aussi rencontrer les poètes et littérateurs André Libert et Raymond Batte, qui publient Terre wallonne et aussi El Bourdon et Falaise. En mai 67, les plaquettes de dessins et poèmes Laude et Laude 67 entrent à la bibliothèque du Musée d'art moderne de Paris, qui est actuellement la bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou. En 1969, Marcel expose à New York, au Waldorf Astoria. Et la même année, l'Académie européenne des arts, section française, dont voici le président, lui donne carte blanche pour recruter des artistes, créer un bulletin belge, organiser des expositions et constituer un comité belge. Il en devient le président et son épouse la vice-présidente. Et cette académie européenne sera très active en Belgique, grâce au dynamisme de ses diverses sections, peinture, sculpture, photographie, littérature, musique. Au moins 2 à 3 expositions de groupe seront organisées chaque année, non dans les galeries, mais dans des centres culturels, des hôtels de ville, des salles de fête. Et les artistes qui viennent aussi de France, d'Italie, comme ici M. Lucchesi, qui était le président de la section italienne, et Mme Consuelo Barrio, espagnole. Ces artistes souhaitent aller à la rencontre de la population dans ses lieux de vie habituels, pour que l'art soit accessible à tous. Vous reconnaissez ici Marcel qui fait son discours et son épouse. Alors, voilà le genre de texte que Marcel faisait paraître dans les journaux. Et il reprend aussi ce qu'il disait lors des vernissages. Les artistes ici exposants sont soit des professionnels, soit des amateurs, selon les appellations communément employées, qui sont en fait erronées entre toutes. Pour un artiste, un vrai, qu'importe son classement illusoire dans ces catégories. Qu'importe qu'il se nourrisse par l'art ou par une autre occupation lucrative, qu'importe son opinion politique, confessionnelle, sa condition sociale, seul compte sa productivité, qualitative et non quantitative. L'artiste n'acquiert son entière liberté qu'avec la libération, l'éclosion et l'épanouissement de son talent originel. L'art, dans toute la splendeur de sa création, est un ciment merveilleux qui unit tous les hommes de bonne volonté. Alors, en décembre 74, Marcel, Martine, le peintre René Dehé et le marbrier sculpteur Edmond Lenoir décident de quitter l'Académie européenne pour fonder le groupe Aureus Ordo, et ils prennent dans leur rang le jeune Michel Dussaussois, qui est alors âgé de 14 ans, mais qui est déjà un bon sculpteur, Michel étant le fils de Marcel et Martine. Voici d'ailleurs quelques œuvres de Michel, Suritong et aussi Petit granit ou pierre bleue. Et donc ce sont des œuvres des années 70, à l'époque où il n'avait encore que dans les 10 ans. Voici ici Marcel et son ami, le sculpteur marbrier Edmond Lenoir. Ils organisent des ateliers de peinture et de dessin avec initiation et perfectionnement, et Edmond, qui se joint à l'équipe, crée des cours de sculpture pour les débutants. Il sensibilise aussi le public à leurs différentes formes d'art
grâce à des expositions et des conférences-débats. Vous voyez ici des sculptures de Marcel. Pour aider les artistes débutants, ils organisent des expositions de groupe où les participants des ateliers présentent leurs œuvres et chacun y conserve sa manière de voir et de s'exprimer. Alors Marcel et Martine ont fait partie de nombreux cercles artistiques et littéraires en Belgique et en France. Bon, en voici la nomenclature. Je relèverai par exemple Arts, Sciences et Lettres à Paris, la Société des poètes et artistes de France, l'Union artistique et littéraire de Belgique, etc. Ici, vous voyez des cartes de membres qui datent des années 60 pour Marcel et pour Martine. Alors, ils ont obtenu des distinctions honorifiques. Marcel était chevalier de l'ordre de Léopold et officier de l'ordre de la Couronne en tant que militaire, mais ils étaient aussi membres de groupements philanthropiques et littéraires. Donc voici quelques-uns des diplômes de Martine également. Alors, ils ont obtenu des médailles à des concours internationaux, surtout en France. Alors, la partie la plus intéressante que nous allons maintenant aborder concerne leurs recherches picturales et littéraires. Voici de linogravure, donc gravée sur linoléum et ensuite imprimée à l'encre. La linogravure de Marcel évoque l'envolée cosmique, celle de Martine plonge dans l'univers marin, comme toujours d'ailleurs. Marcel, tout au long de sa vie, était conscient que le monde moderne faisait disparaître à toute allure des paysages qui valent quand même la peine de rester dans la mémoire. Et c'est pourquoi, durant les décennies, il va peindre des paysages typiques de son terroir. Voici des scènes des années 40, le travail dans les champs, et aussi le quai au charbon, qui s'appelait le Rivage à Senef, parce que la région du centre était à l'époque une zone de charbonnage, de verreries et de hauts fourneaux. Ici, il peint la bataille de Senef, qui a eu lieu le 11 août 1674 et qui opposait l'armée française du prince de Condé à l'armée austro-hispano-hollandaise qui était sous la direction de Guillaume d'Orange. Pourquoi peindre cela ? Parce qu'en une seule journée, il y a eu un carnage qui a fait 27 000 tués. Et que cette bataille n'a quasiment servi à rien. L'issue en a été indécise et la victoire a été réclamée par les deux camps. Il avait envie qu'on se souvienne de cette absurdité. Alors ici, vous avez le vieux canal à Senef. Cette partie du canal n'existe plus. Et voici ici le moulin brûlé. Alors, durant la guerre entre la France et l'Autriche, en 1794, les Français se sont aperçus que le meunier faisait tourner les ailes de son moulin d'une certaine façon pour donner des renseignements à l'ennemi. Ils ont pendu le meunier aux ailes du moulin qu'ils ont brûlé. Les vestiges se sont dégradés avec le temps et ont été finalement complètement rasés en 1983. Ici, vous voyez l'affrontement entre les deux armées et les cavaliers jusque dans les nuages. Lorsque Marcel introduit un nu dans un paysage, c'est toujours pour y ajouter un élément de grâce et rendre hommage à la féminité. Ici, la lumière rayonne de partout. Il y a de la magie dans l'air. Voici une ondine qui fusionne avec la nature. Est-ce une femme ou une mutante, une chevelure ou des algues qui se prolongent dans l'eau ?
Ici, la chevelure amorce la mise en mouvement du décor. En effet, à partir des années 60, Marcel va se concentrer sur le rendu des mouvements et des tourbillons. Sa technique suggère que le paon fait vibrer ses plumes, que les poissons se jettent avec frénésie sur la nourriture en provoquant un tourbillon. Le chant du coq jaillit de sa gorge pendant qu'il bat des ailes, et le combat de coq, ici, fait jaillir le sang et les plumes. Est-ce que les chevaux dans la lumière se rapprochent ou s'éloignent? Cette lumière au lointain est-elle bienveillante ou le souffle d'une explosion qui détruit? S'agit-il d'un éclatement ou d'un souffle puissant qui happe et engloutit? La charge de cavalerie s'engouffre dans l'enfer de la bataille. Les chevaux sont tellement rapides qu'ils semblent avoir de nombreuses pattes et ils fusionnent avec leurs cavaliers. Les courants marins amènent les tortues vers la nourriture qui les attire. Voici le souffle du vent dans les prairies. Ici, la guerre est traitée de façon abstraite, comme un tourbillon. C'est la bataille de Ligny, donc Fleurus, qui a eu lieu le 16 juin 1815, 2 jours avant Waterloo. Les lignes représentent exactement le tracé des routes de l'époque, et sur ce terrain s'affronte une partie de l'armée française, en bleu, blanc, rouge, et l'armée des Prussiens. Mais ce qui caractérise vraiment Marcel, ce sont ses compositions cosmiques. Il est très attiré par les éclatements, les mouvements en courbes et spirales, qui, dès 1965, lui inspirent de grandes compositions cosmiques. Vous voyez ici le souffle du Big Bang. En 1971, Marcel compose une nouvelle de science-fiction, Excursion dans une œuvre. Il y explique ce qui lui arrive quand il peint. En voici quelques extraits. Un fluide mystérieux se dégage de moi, me quitte d'abord à grand-peine, puis de plus en plus allègrement. Je me vide peu à peu de ma substance humaine. Mon corps, ma chair, mon sang s'appauvrissent à chaque étalement de couleur. L'huile et l'essence de térébenthine m'enivrent lentement. Mes cellules nerveuses vibrent en crescendo. Mon inspiration se renforce, plus libre, plus éthérée. J'éprouve des milliers de picotements. Je me sens allégé, plus transparent. D'innombrables rayons cosmiques me bombardent en un doux grésillement. Mes accumulateurs secrets se rechargent. Une puissance cosmique indéfinissable m'envahit et m'envoûte. Je compose avec acharnement. Les couleurs éclaboussent les murs et vont parfois s'écraser au plafond. La toile se couvre d'une myriade de points, de lignes de force, de spirales majestueuses. Le temps humain s'écoule rapidement, mais mon temps stagne, impassible, à l'échelle du grand tout. Je peins, je peins. Un orage magnétique me cherche et m'englue dans un sentiment d'arrachement, d'élongation. Je subis une succion interminable, comme à travers un goulot étroit qui s'aplatit peu à peu. Je rapetisse et grandis avec les lignes et les points. J'entends des chants, des appels très doux, d'autres artistes, dans des galaxies lointaines, me détectent et semblent m'orienter vers eux. Des dialogues s'engagent dans plusieurs directions. Ces conversations télépathiques m'ouvrent des dimensions impensables. Je peins, mais est-ce peindre encore? Je deviens une entité éthérée qui dégage des radiations, laissant derrière moi des embryons de forme et de pensée.
J'ouvre par hasard une porte vers un macrocosme. Dans un repli de l'espace, une tirette laisse entrevoir une multitude de microcosmes. Je plonge résolument dans un spectre de lumière qui me révèle ses secrets. De joie, je fais exploser des feux d'artifice avec toutes les teintes qui me sont offertes. Mais comment pourrais-je jamais insuffler dans mes œuvres cette pureté radieuse originelle ? Mon télépathe me raconte que la création ne subit ni aube ni crépuscule. Elle est éternelle, à l'image du grand Créateur. Elle attend que ses enfants la rendent plus belle par leurs choix et leurs actes, et se montre ainsi digne d'elle. Je reviens à moi, les yeux noyés de rêves, épuisés mais éblouis par cette expérience mystique, citoyen non plus d'un pays ni d'une planète, mais des mondes de toutes les dimensions de l'univers. Je comprends que l'œuvre d'art doit s'épanouir dans une danse rythmique, magique, incantatoire. Ses mouvements et ses couleurs émettent alors des sons qui rejoignent les ondes de même longueur dispersées dans le cosmos. Elle devient un prolongement de l'artiste qui y projette ses émotions, son intuition, sa recherche intérieure. Ce tableau est co-signé par Marcel et Martine. Il mélange d'ailleurs leurs deux univers. Mon tableau est terminé. Je n'en suis pas satisfait, car mon esprit imagine des merveilles. Mais mon pauvre corps limité d'être humain n'arrivera jamais à les matérialiser. Dans une autre nouvelle de science-fiction écrite en 1972, Conseil de famille, Marcel précise sa conception de l'évolution humaine. Plusieurs extraits sont parus par épisode dans les revues Le Dénominateur commun et aussi la revue des jeunesses culturelles du Hainaut. En voici un extrait. Soudain, tout semble basculer dans un tourbillon qui s'amplifie. Mon cœur s'affole, je gobe l'air avec violence et la toile devant moi respire et prend vie. Tout devient brumeux, étrange, irréel. J'ai le sentiment de présence surhumaine. J'aperçois des êtres presque transparents, revêtus d'un voile lumineux. Ils irradient de tous côtés, l'atelier se colore de tonalités étranges et baigne dans une calme beauté. L'un d'eux me dit « Qui sommes-nous » Nous nous sommes élevés vers un stade d'évolution libéré de la matière, celui que toutes les créatures de l'univers sont appelées à rechercher. Notre existence est devenue purement spirituelle, hors de l'espace et du temps, et nos moyens de communication se sont transformés en télépathie. L'univers est un immense organisme vivant, dont chaque galaxie constitue un organe, chaque système solaire une cellule, chaque planète un atome, chaque animal une particule. Entre tous les êtres circule un flux d'énergie continu qui alimente la télépathie, et celle-ci établit un langage universel auquel chacun peut adhérer. Les sons et les couleurs émettent des ondes, et celles-ci influencent les émotions, les sentiments et les pensées. Partout dans le cosmos, des milliards d'êtres émettent des messages, consciemment ou non. Les plus sensibles captent ces ondes et les convertissent selon leur personnalité en intuition créatrice. L'artiste doit savoir qu'il n'est pas voué au néant, mais à une communion intense avec la vie universelle. Voici un portrait de Martine par Marcel. Si tu parviens à éclairer tes compositions d'une étincelle de lumière, à les animer d'une ébauche de mouvement, à les faire chanter d'un arc-en-ciel de teintes, alors tu continueras l'œuvre créatrice de l'univers, qui est lumière éternelle, mouvement perpétuel, explosion permanente de couleurs.
L'art doit rendre hommage à la nature, et s'il arrive à s'harmoniser avec elle, avec amour et intelligence, alors il émet un chant mélodieux dans la symphonie de l'infini. Comme vous le voyez, le cheminement intérieur de Marcel le porte vers l'admiration du cosmos infini et de ses mystères. Martine a elle aussi une conception bien personnelle de la recherche artistique. Elle dit « Je conçois l'art comme l'expression de la personnalité. Le graphisme, la peinture, la sculpture sont l'écriture et la signature de l'être humain. L'artiste doit proposer sa vision du monde à travers ses joies et souffrances, ses espoirs, son expérience de vie, ses convictions. C'est l'âme qui doit s'exprimer dans les couleurs et les formes pour rendre observable l'invisible. Mes dessins et peintures reflètent donc mes états d'âme et souvent une grande tristesse face à la méchanceté humaine. À travers eux, je recherche l'apaisement, la sérénité. Les arbres et les fleurs, la terre et l'eau, les visages et les corps chantent ou pleurent et se métamorphosent selon les émotions et les sentiments. Mes œuvres idéalisent la femme, porteuse de vie, d'espoir et d'amour, et la quête d'harmonie universelle se concrétise à travers elle. Les mouvements de danse incarnent une invocation à la paix. Les mains sollicitent la lumière pour qu'elle transmette son énergie aux êtres tourmentés. Quant à l'eau, source originelle de vie, elle purifie, clarifie les doutes et libère les mouvements. Mes compositions expriment le désir d'éradiquer les forces maléfiques et de rendre possible une renaissance de l'être à travers un cheminement vers la lumière. C'est pourquoi j'aime faire pénétrer dans mes œuvres, même les plus tourmentées, une lumière, symbole d'espérance et d'évasion vers un monde meilleur, où tout serait harmonie et sérénité. Au milieu des années 70, Marcel cherche de plus en plus à suggérer que tous les êtres vivants sont constitués d'un flot de particules, que le cosmos est présent dans chacune de leurs cellules, et que chacun de ces êtres est lui-même une infime particule du cosmos infini. En dessin comme en peinture, Marcel cherche de plus en plus à traduire la profondeur et la troisième dimension. Ici, il peint sur une halite. Cette structure solide permet de coller différents matériaux comme des joncs et de les faire s'écarter du support. Vous le voyez ici. Il commence à modeler ses peintures avec différentes pâtes. Il cherche comment prolonger ses œuvres en dehors de leur cadre. Vers 76, les joncs finissent par sortir du cadre et peuvent se manipuler souplement. Le relief accentue l'impression de mouvement. Ici, le relief s'étend jusqu'à 20 cm de profondeur. Marcel, qui aime aussi sculpter, finit tout logiquement par peindre ses sculptures. Il les prolonge également avec des joncs très souples qui, malheureusement, sont fragiles et se cassent avec le temps. Donc ces sculptures peintes sont en itong. C'est ce matériau qu'on utilise dans les constructions. Voici un autoportrait notamment. En 1977, Marcel rédige un essai. L'artiste, quelques considérations artistiques. En voici un extrait. Il y a dans la vie d'un homme un moment où, dans le secret de son intimité, il se jure à lui-même un serment inviolable. Le mien, je l'ai conservé en moi depuis si longtemps que j'ai l'impression d'être né avec lui. Je me suis promis de consacrer ma vie à l'art,
de tenir ma sensibilité et ma créativité toujours en alerte, pour aller à la découverte de moi-même, du monde visible et invisible qui m'entoure, et du cosmos en expansion constante. J'ai voulu me rendre perméable à l'art, cette puissance vivante qui rayonne dans tout l'univers par ses émanations créatrices. Je m'efforce de faire chanter les lignes pour qu'elles vibrent comme des cordes de harpe et qu'elles créent une musique aérienne, lointaine, venue du fin fond du cosmos et des âges. Que la ligne vibre, respire, chante et bouge allegro, crescendo, appassionato, pour toucher l'âme du spectateur de la même façon que la musique. Parfois, je suis saisie d'un élan irrésistible, irraisonné, et j'oublie tout. Les lignes et les couleurs se forment, se composent, s'amalgament, s'harmonisent presque toutes seules. Ma main œuvre alors fiévreusement, en dehors de ma volonté. Je deviens une sorte de robot qui peint selon les données inconnues de ma conscience. Je suis guidée comme dans un rêve hypnotique, et ce que j'exprime vient d'au-delà de moi. Et quand j'en ai terminé avec la toile, j'ai parfois l'impression que l'œuvre continue toute seule sa propre création, dans le temps et l'espace, en prenant vie dans une longue respiration cosmique. Dans ces rares moments bénis, j'oublie mon enveloppe physique, ma pauvre condition d'homme. Je me réduis alors à l'état de corps éthéré, attiré par les sources vives de la grande création. Je ressens la présence de la conscience d'amour créatrice de l'univers, et je sais que je suis, misérable humain, un fils de ce cosmos merveilleux qui m'attire irrésistiblement. Explorons maintenant la dimension du recueillement. Cette œuvre porte les deux signatures. Le couple peignait souvent à 4 mains, et alors, bien sûr, leurs univers fusionnaient. À partir de 1978, Marcel explore l'art religieux en étudiant l'iconographie byzantine et russe. Il se lance dans une série de portraits idéalisés. Il travaille sur bois, s'inspirant de la technique des icônes, pour inviter le spectateur à méditer. Martine, elle aussi, peint quelques icônes, mais elle s'exprime surtout à travers des tableaux qui traduisent sa recherche de lumière intérieure et de sérénité. Ses textes et dessins expriment une quête spirituelle qui, au fil des ans, va s'intensifier et canaliser toute son énergie. Martine rend également hommage à la symbiose entre féminité et les mystères de la nature. Elle explore aussi les transmutations de l'âme humaine. À partir de 1983, le couple devient grand-parent. 5 petits-enfants vont changer leur vie et à partir de ce moment-là, ils vont déplacer leurs priorités, se retirer peu à peu du monde des expositions. Ils vont surtout s'occuper de ces petits-enfants en dessinant pour eux, notamment leurs portraits. Ils vont aussi inventer des histoires qui leur sont destinées. Martine rassemble pour eux ses meilleurs textes et en 1988, elle compose Rencontres singulières, contes fantastiques. En 2001, Souvenirs, recueil d'anecdotes et de réflexions. En voici un extrait. Un escalier très haut se dresse et l'être humain le gravit, marche par marche. Les premières marches à 4 pattes, ensuite debout de plus en plus vite. Il grimpe avec agilité, puis en courant, toujours plus vite, encore plus vite, 2 marches à la fois. Quel jeu, quelle joie! Mais soudain, cette course folle ralentit. De temps en temps, il prend une pause. Il s'essouffle, écoute son cœur qui bat sourdement. Des marches, il y en a tant et plus, toujours plus haut. Et cet escalier n'a maintenant plus de rampe. Alors, péniblement,
L'homme reprend son escalade. Il ralentit de plus en plus. Il ralentit encore et encore. Les jambes plient. Elles sont lourdes, lourdes, trop lourdes à traîner. Va-t-il à nouveau ramper à quatre pattes? Non, un homme n'a pas le droit de se traîner. Il doit rester debout, il doit toujours se redresser. Il faut qu'il tienne la tête haute. Alors, le regard brouillé de larmes, il cherche la lumière. Et la lumière, de plus en plus dense, vient à sa rencontre. Elle l'attire, elle l'invite à le rejoindre. L'espoir renaît, l'homme se sent léger, de plus en plus léger. Il oublie son enveloppe charnelle. Le rideau tombe, le tic-tac de sa montre s'arrête. Inutilité de cette montre, de ce rythme du temps. Plus rien, ni temps, ni espace. Il est entré dans le silence et dans la paix de l'éternité. Marcel, lui aussi, écrit ses réflexions pour sa descendance, et en 86, il compose Introspection, rien et tout, qui constitue un essai sur la place de l'être humain et de l'art dans notre univers. Il y dit « S'il parvient à brider son agressivité et à surmonter ses pulsions autodestructrices, l'homme du futur sera poète, artiste et savant. Il devra devenir le chaman qui voit le fond des choses, le guérisseur qui tâte le pouls de l'humanité, le prêtre qui saisit l'esprit du temps, l'ambassadeur qui répond à l'appel du monde intersidéral auquel il appartient. On dit que la foi peut déplacer les montagnes, l'art peut mieux encore, rassembler tout le cosmos au bout des doigts des mortels et leur inspirer un frémissant hommage à sa beauté, sans cesse renouvelée dans son éternelle magie. La réflexion de Marcel à propos de la destinée et du défilé incessant des générations l'amène à vouloir rendre hommage à son terroir natal. Et de 91 à 98, il parcourt en tous sens la région de ses ancêtres, à la recherche des trésors en pierre et en briques qui sont en péril ou déjà en voie de disparition. Il les dessine et les décrit avec maintes références à l'histoire, petite ou grande, car ces témoignages des temps révolus constituent un patrimoine culturel que l'artiste veut contribuer à conserver dans la mémoire collective. En 91, Marcel et Martine publient « Chasse au trésor dans l'entité de Senef ». Voici un extrait de la préface. Pendant 5 mois, j'ai chassé des trésors dans ma région natale. Oh, il ne s'agissait ni de pièces d'or ni de bijoux, mais de vieilles briques, de vieilles pierres, amoureusement façonnées et assemblées pour créer des chapelles, des oratoires, des potales, des croix. L'esprit écrasait tellement la matière qu'à certains endroits privilégiés, j'osais à peine respirer, de crainte de déranger le passé. Je me voyais chasseur de trésors culturels et cultuels, qui m'ont apporté non pas la richesse matérielle, mais une paix immense, un merveilleux voyage dans le temps et surtout un profond respect pour nos aïeux. Laissez-vous interpeller par cet art populaire, à recenser d'urgence avant sa disparition inexorable. Recueillez-vous devant une chapelle, n'importe laquelle, et laissez pénétrer en vous cette paix intense, ce calme, cette infinie douceur, ce rayonnement qui s'en dégage. Peu à peu, vous entrerez dans la dimension du passé et, qui sait, du futur. En 93, l'administration communale de Senef sponsorise en partie Chasse aux vieilles sens dans l'entité de Senef. En 95, le couple compose Chasse aux vieilles sens dans le centre. Marcel présente le manuscrit au concours national de la Fondation Notre Temps à Bruxelles et remporte le premier prix dans la catégorie Art et Culture.
Le livre est publié grâce au subside du ministère de la Région wallonne et de la Fondation Notre-Temps. L'ouvrage est également présenté au Salon Zénith 95 avec un interview par Marion et à la télévision sur Télésambre Charleroi. Le tome 3, Chasse aux vieilles sens d'Écosine, chapelle, demeure et carrière, est édité avec le soutien financier du ministère de la Région wallonne. En 98, Chasse aux vieilles sens, entité de Braine-le-Comte-L'Heureux, est également édité grâce au subside du gouvernement wallon. De nombreux médias rendent hommage à ces livres qui peuvent servir de guide touristique et qui contribuent à la sauvegarde du patrimoine culturel du Hainaut. Marcel écrit « C'est un besoin de retour aux sources qui m'a poussé à entreprendre un vaste recensement des vieilles sens. Malgré leur servitude, les fermiers sont des seigneurs aux petites dynasties, des maîtres de la glaise, du bétail et de leurs fermes, dont les cicatrices témoignent de leur joie et de leur peine au fil du temps. Combien de fois n'ai-je pas détecté sur les pierres des portes et des fenêtres les marques des tâcherons ou des maîtres de carrière d'Arquenne, de Feluy ou d'Écosine, qui officiaient depuis des siècles. Quel défilé de générations aux différents patronymes et souvent aux familles entremêlées. Que de rêves, que de voyages dans le passé n'ai-je pas éveillés. Que de souvenirs enfouis dans les profondeurs des mémoires, les anciens n'ont-ils pas ramenés au grand jour, comme des trésors à la disposition de leur descendance. J'ai aussi écouté les sagas de ces paysages champêtres, dont la plupart sont menacés de disparition et qui font partie de nos racines. Au contact presque journalier de ces bâtiments plusieurs fois centenaires et de ces seigneurs qui les habitaient, j'ai appris à aimer, à sentir, à percer les secrets de ces pierres vénérables, de ces briques parfois à l'agonie. Certaines d'entre elles, dans un ultime chant du cygne, m'ont demandé de les aider à ne pas tomber tout à fait dans l'oubli. Martine participe, elle aussi, à l'élaboration des ouvrages Chasse aux vieilles sens. Elle y injecte sa vision personnelle de la symbiose entre la nature et les vieilles pierres. Et ces pierres qui raffermissent les chemins de campagne, suivant les traces de mon bien-aimé, à mon tour j'en ai ramassé. Ces pierres parfois émoussées, polies par des rivières asséchées, salies, piétinées, déplacées, à mon tour je les ai caressées. Ces pierres parfois récupérées de vieilles bâtisses délaissées, de chapelles ancestrales ignorées, de carrières abandonnées, à mon tour je les ai dessinées, à mon tour je les ai écoutées, et je fus bouleversée. Dans un long soupir, elles m'ont confié que d'humains ont transformé leur cœur et leurs pensées en pierres lourdes et engluées. Ils ont oublié l'artiste qui les a créées pour aimer. Voici les ruines de Villers-la-Ville. C'est le véritable plan de l'abbaye. Ces racines qui plongent dans la terre plongent aussi dans la culture, dans notre lointain passé. Pendant 8 ans, Marcel n'a cessé de prospecter des fermes et de les dessiner. Mais à 71 ans, il est arrêté net par une double bronchopneumonie qui survient en décembre 98. Il exprime alors sa lassitude et son sentiment d'avoir été incompris dans un poème « Je veux tant pour l'homme ». Je connais l'extase devant un petit point, le sublime devant une courbe spiralée. Je visite des mondes cachés dans une pierre et d'autres transparents dans le grand univers. Je passe du bestial à l'humain, du surhumain à l'extrastellaire. Par l'harmonie du cosmos, je connais la beauté. Je sais exactement l'appellation de frère. Mais quand je bride l'esprit et l'enchaîne à la terre, je ne retrouve plus que les morsures des jours. Si dans mon chemin je trébuche, un faux pas,
mon étoile s'éteint pour me pousser du doigt. L'amour de l'homme est bonheur en soi, avec la lumière des planètes amies. C'est par l'art que je vénère mon maître suprême. Je le trouve parfois, mais pour si peu de temps, que mon cœur se meurtrit à chaque audience. Alors je me tourne vers les artistes, mes frères. Je les supplie humblement de se tenir la main, mais ma voix se heurte aux ombres des regards. Je veux tant pour l'homme. Il ne veut pas de moi. Sait-il peut-être que je suis un intrus, que mon tombeau est placé dans un creuset cosmique? Marcel passe les dernières années de sa vie dans l'intimité de l'affection des siens. Pour ses enfants et petits-enfants, il peint des vierges à l'enfant, souvent avec son épouse, comme ici sur ces deux tableaux qui sont également co-signés. Ces sujets religieux traduisent aussi le souhait que les jeunes générations puissent rendre le monde meilleur. La Vierge symbolise l'humanité qui retrouve la pureté chaque fois qu'une vie innocente voit le jour. Marcel veut croire que les enfants à naître sauveront un monde où leur amour changera les cœurs. Il écrit « Enfants de tout pays, vous êtes l'espoir du monde. Ne laissez jamais personne décourager vos efforts. Pensez à votre place ou éteindre la flamme généreuse qui est en vous. Que cette flamme fasse grandir votre joie de vivre et éclaire votre chemin aux heures les plus sombres. Trouvez votre propre vérité. Transmettez à votre tour le flambeau de l'esprit. » Marcel peint aussi le thème de l'âme qui abandonne son enveloppe corporelle. Et la sienne prend son envol le 6 janvier 2007. Sur la pierre tombale de ce qui sera leur sépulture commune, Martine fait inscrire la phrase qui résume leur parcours de vie. La quête de lumière, à travers l'art, nous unit en prière d'amour sur le chemin de l'infini. Depuis le décès de son époux, Martine se prépare à le rejoindre et elle confie ses réflexions et ses dessins à un journal intime où elle lui rend hommage. Mon bien-aimé, tu auras toujours un regard artiste, capable de voir la beauté d'une vieille pierre ou d'une feuille morte, capable d'écouter le témoignage chuchoté par les racines d'un arbre ou les ruines d'une construction humaine. Tu transformes un bloc d'Iton en totem ou en centaure. Tu peins de grandes sculptures dans le même style que tes toiles abstraites, en poursuivant le thème de l'envolée cosmique. Et, pour transcender les limites du bloc taillé, tu le prolonges par des joncs qui s'évadent dans toutes les directions à l'assaut de l'espace. Tu vas chercher au cœur de chaque matière sa part cachée de poésie. Ainsi, tu graves des dessins sur des chutes de linoléum pour ensuite les imprimer à l'encre noire sur bois, papier ou aluminium. Voici les Gilles de Binge, ce sont aussi des linogravures qui ont été peintes par la suite. Je revois avec quelle passion tu transformes chaque matériau brut que tu rencontres. Dans une bûche, tu sculptes un totem. D'une pierre de sable, tu fais naître une danse. Sur de petites plaques de béton, tu construis des villes en ruine avec des briques cassées, des déchets en terre cuite, des pâtes de verre, colorées, rejetées par les verreries. Et voilà une agglomération bombardée, une cité troglodyte, une vision d'apocalypse. Il est vrai que les villes ravagées par la guerre ont marqué ta mémoire. Aujourd'hui, les restes de ces constructions miniatures subsistent encore dans les crins de verdure de notre jardin. Et voici le texte qui constitue le testament de Martine Dos. Mes enfants et petits-enfants, n'oubliez jamais que mon papa disait « Par mes œuvres, je veux laisser une trace de mon passage sur cette terre, l'empreinte de mes pensées chaleureuses pour tous les miens que j'aime tendrement. Alors moi, votre maman et mamie, je vous demande à tous de respecter et méditer ces œuvres qui vous parlent de ces rêves et qui veilleront sur vous. Car il est vivant à travers elles. Gardez-les présentes dans votre cœur, préservez-les des outrages du temps et transmettez-les à votre descendance. » Cette toile est encore une fois co-signée. L'unique bien que nous léguons à notre petite famille,
ce sont nos œuvres. Je souhaite qu'elles ne finissent pas oubliées, rongées par l'humidité, pourries par les détériorations de toutes sortes. Elles ont besoin de respirer au grand jour, d'être face au monde les témoins de notre âme. Elles aspirent à accompagner les chemins de vie des générations futures. Ceci est son tout dernier tableau. Le couple se rencontre maintenant sur la toile. En guise de conclusion, voici quelques œuvres qui résument la pensée de Marcel Dussaussois. Tout d'abord, voici le Big Bang, l'explosion originelle qui a permis à la matière de se développer à travers un espace en développant le temps. Au fil des milliards d'années, la matière s'est complexifiée et organisée en amas de galaxies, avec leurs étoiles et leurs systèmes planétaires. À partir des cellules primitives, la vie a émergé et évolué dans toutes les directions. Elle a donné naissance, parmi d'autres espèces, à l'être humain, qui reste en constante évolution. L'espèce humaine transmet à ses enfants son savoir et surtout sa tendresse. Elle cherche à hisser sa descendance vers un niveau supérieur de sagesse, en espérant qu'un monde meilleur se construira au fil des générations. Les civilisations défilent, laissant leurs racines dans les constructions des peuples, mais aussi au plus profond de la mémoire collective. Chaque humain s'envole à la conquête de son avenir. Certains se laissent carboniser par les épreuves, d'autres les survivent et parviennent à progresser dans l'aventure de l'esprit. Au terme du chemin, nous basculons tous dans le tourbillon de la mort, mais au bout du tunnel, la lumière nous attend. Et tandis que notre corps biodégradable retourne à la poussière, nous sommes accueillis dans une vie nouvelle, délivrés des vicissitudes de la matière qui nous font tant souffrir. Ceci est la Pietà de Michel-Ange, vue par Marcel. Nous accédons alors à un nouveau stade d'évolution, dans une réalité qui transcende les capacités de compréhension de notre pauvre cerveau limité. Et nous rejoignons la conscience d'amour qui est à l'origine de l'univers, visible et invisible. Je vous remercie de votre attention et de votre patience.